Alassane Bala-Sakandé, reçu par Zéphirin Diabré, le président de l'Assemblée nationale et le chef de file de l'opposition politique se sont entretenus ce matin sur plusieurs sujets, on l'imagine, concernant la situation de la nation, même si rien n'a filtré de leur entretien qui a duré plus d'une heure. Les députés burkinabés formés sur les questions stratégiques et géopolitiques internationales, une formation de 4 jours sur la diplomatie et les pratiques parlementaires qui a débuté hier. Et puis, lutte contre le paludisme en Afrique. Selon les chiffres d'un rapport de l'OMS, les cas cliniques sont en hausse. Il faut donc intensifier la lutte. Plusieurs experts sont réunis dans ce cadre à Dakar, au Sénégal, pour une conférence internationale multilatérale sur la maladie. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le président mondial du Catholic Relief Service au palais de Kosiam, accompagné des évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Sine Kalan est allé traduire sa reconnaissance au chef de l'État pour l'accompagnement du Burkina dans la mise en œuvre des projets et des actions entrepris par l'ONG au Burkina. Et je vous propose d'écouter le président mondial du Catholic Relief Service à sa sortie d'audience. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'être reçus par le président du Burkina Faso avec nos évêques de la conférence épiscopale du Burkina. Le Catholic Relief Services, CATWEL, travaille au Burkina depuis longtemps et nous sommes venus sur l'invitation de l'Église catholique du Burkina et aussi du gouvernement du Burkina Faso. Et nous sommes très honorés d'être reçus. Et nous sommes très reconnaissants pour tout l'appui que le gouvernement du Burkina Faso, à travers le niveau central, comme le niveau déconcentré, appuie le CRS dans ses activités sur le terrain. Et nous apprécions beaucoup la collaboration qui existe entre le Burkina, le CRS et l'Église, et nous attendons une plus forte collaboration entre nos structures dans le futur. L'un a été le professeur de l'autre. Des années plus tard, ils sont tous deux à la tête de 2 importantes institutions. Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition politique, a reçu en audience son ancien étudiant, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala-Sakandé, ce matin. Les 2 hommes n'ont pas été bavards sur le contenu de leur entretien. Ils parlent d'une visite de courtoisie. Le point de Rémi Lambert-Nébier. Rien n'a filtré de cette rencontre qui s'est pourtant étalée sur plus d'1 heure. Le chef de file de l'opposition politique et son hôte qui ont bien voulu garder le contenu de leurs échanges entre les 4 murs de la salle d'audience n'évoquent que des raisons de courtoisie entre 2 responsables d'institution, mais aussi entre l'élève et son professeur. On a parlé de tout et de rien. Vous savez, quand l'étudiant se retrouve avec son professeur, on peut parler de l'université. Aujourd'hui, je suis à l'Assemblée, on a parlé de politique également. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas de coup fourré, il n'y a rien d'autre. Au-delà de nos divergences politiques, on est tous des humains. Et moi, en tant que président de l'Assemblée, je ne suis pas dans l'incivisme. Et je dois respecter les aînés, on doit respecter ceux qui vous ont donné aussi le savoir. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu ce matin, en tout cas pour profiter aussi de découvrir où se trouve le siège du CEFOP. Néanmoins, on peut retenir que cette visite du président de l'Assemblée nationale relance les concertations entre l'opposition et la majorité. Sur son invitation du chef de l'État, président du FASO, donc Roch-Marc Christian Kaboré, une délégation donc, du CEFOP sous ma direction se rendra donc, au palais de Kosiam jeudi, donc après-demain, à 11 h pour un entretien relatif à des questions touchant donc, à la vie nationale, sur laquelle on vous en dira davantage après la réunion. Aux questions des journalistes, le chef de file de l'opposition a rappelé en présence du président de l'Assemblée nationale qu'il est toujours dans l'attente de la suite à donner à sa plainte contre l'actuel ministre d'État auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré. Le président de l'Assemblée nationale, qui était hier à l'ouverture d'un séminaire de haut niveau sur la diplomatie et les pratiques parlementaires. Une formation de 4 jours organisée par le CEDS, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Son objectif,
renforcer les capacités des députés sur les questions stratégiques et géopolitiques internationales. Luc Pabelgem. Les députés burkinabés sont à l'école de la diplomatie du 16 au 19 avril à Ouagadougou. Ensemble avec des membres du gouvernement, des cadres des ministères et des forces de défense, ils participent à ce séminaire de haut niveau organisé par le CEDS, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques. L'objectif de ce séminaire de formation de haut niveau, diplomatie et pratique parlementaire est de contribuer au renforcement de capacités des parlementaires, des membres du personnel parlementaire, des décideurs politiques sur toutes les questions internationales, parlementaires, sécuritaires, économiques et géostratégiques. Le CDS, véritable incubateur de cadres compétents, de stratégies innovantes et de programmes ironologiques pour endiguer la polymologie, se présente comme l'un des fleurons de la réflexion stratégique en Afrique. En plus du Burkina, notre champ d'action couvre des pays comme le Mali, le Niger, où d'énormes besoins en formation s'expriment. Le Centre d'études diplomatiques et stratégiques est un organisme de recherche et d'enseignement post-universitaire ayant le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Depuis 1999, le centre dispose d'une antenne régionale à Dakar, au Sénégal. Dans ce monde, confronté à de multiples défis, dont celui de la pauvreté et de l'insécurité, notamment l'extrémisme violent, il devient plus qu'impérieux de conjuguer les efforts en matière de développement, de paix et de sécurité pour faire face de manière groupée et coordonnée aux problèmes majeurs qui peuvent notamment préoccuper plusieurs pays en réalité totalement proches. Les parlementaires burkinabés apprécient cette session, d'autant plus que la maîtrise des questions stratégiques, juridiques, politiques et internationales participe au renforcement de l'efficacité de l'action parlementaire au niveau national et international. En raison de son rôle de surveillance et de ses fonctions législatives, le Parlement joue un rôle fondamental dans l'établissement de l'état de droit, la protection des droits de l'homme, la surveillance des processus de gouvernance transparents et le respect par l'État de ses obligations internationales. Bien qu'elles soient universellement reconnues, ces fonctions ne sont pas toujours assurées naturellement ou efficacement par le Parlement. C'est alors qu'un apport externe des experts confirmés peut contribuer à renforcer l'efficacité du Parlement. Fait de communication, de formation et d'échange, ce séminaire de haut niveau diplomatie et pratique parlementaire devra permettre aux participants de maîtriser la méthode d'analyse géopolitique. À 3 mois des examens scolaires à grand tirage, la question de la bonne orientation est plus que jamais d'actualité. Donner aux élèves les instruments nécessaires pour mieux s'orienter, c'est le rôle que s'est assigné le bus de l'orientation. Et pour la première édition de ce concept, le bus a fait escale au complexe scolaire Bangré-Uguia. Roméo Koïta. Le directeur général de la télévision BF1 dans la peau de conférencier en l'espace d'une matinée. Face à ces centaines d'élèves, pour la plupart en classe d'examen, il retrace son parcours scolaire et universitaire. Les élèves sont émus, mais les plus curieux veulent en savoir davantage sur son expérience professionnelle. Être DG de BF1 pour moi, c'est quelque chose déjà. Mais je veux faire plus que ça. Voilà, donc je voudrais savoir combien d'heures de travail avez-vous chaque jour. Voilà, pour demain faire plus que ça et devenir plus que DG de BF1. Merci. Si j'ai un conseil à vous donner, commencez à acquérir les bonnes habitudes dès maintenant. Ne dites pas que je suis encore jeune, j'ai tout le temps devant moi. Non, il y a des habitudes, si vous ne les changez pas dès maintenant, dans 2-3 ans, il serait déjà trop tard. Nous, aujourd'hui, on se bat contre nos vieilles, ne pas nos mauvaises vieilles habitudes. Nous, on se bat, alors que vous avez toute la souplesse, toute l'agilité aujourd'hui pour pouvoir avoir ces bonnes habitudes. Il faut les intégrer dès maintenant. Cet exercice entre dans le cadre de la première édition du programme jeunesse dénommé le bus de l'orientation. Une initiative qui vise non seulement à outiller les élèves sur les bonnes pratiques à tenir pour réussir leur cursus scolaire, mais aussi
permettre de faire un bon choix d'orientation après l'obtention du baccalauréat. Si on est mal orienté, ça veut dire qu'on a fait un mauvais choix. On n'a pas pris une filière ou une série qui est en adéquation avec tes aptitudes et tes capacités. Donc, de facto, tu ne pourras pas évoluer. Un bon choix est source d'efficacité du système scolaire à l'interne et à l'externe également. Les initiateurs de cette rencontre d'échange et d'information sont impressionnés par l'engouement qu'elle suscite. Ils comptent donc l'étendre aux autres villes du pays. Rassembler les élèves de toutes les régions dans une grande salle afin de leur donner des informations concernant l'orientation. Et le but de l'orientation est une activité qui va se tenir dans 7 chefs-lieux de région. Et pour les années à venir, nous avons ambition d'atteindre toutes les régions. Une rencontre d'information qui intervient à 3 mois des examens de fin d'année. Pour ces scolaires, l'initiative vient donc à point nommé. Nous devons toujours aller au-delà des difficultés, parce que ce sont les difficultés sont censées nous aider à être beaucoup plus matures dans notre choix, dans ce que nous voulons faire. Donc vraiment, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. C'est le complexe scolaire Bangré-Yeguia qui a abrité la première édition de cette rencontre d'information sur l'orientation. Une rencontre qui a réuni des centaines d'élèves issus de 5 établissements d'enseignement privé de Ouagadougou. Parlons d'agro-industrie avec ces chiffres. 3,5%. C'est le taux de crédit accordé au secteur agricole burkinabé par les institutions financières et il ne concerne que 15% des producteurs. Des chiffres révélateurs d'une insuffisance d'accompagnement de l'agriculture burkinabé par les structures de financement. Et pour remédier à la situation, une rencontre a eu lieu hier entre les entrepreneurs agricoles et les institutions financières. Le point de cette rencontre avec Safiatou Balima et Rémi Lambert-Nébier. Améliorer la productivité et accroître la transformation des produits agricoles, une question préoccupante pour ces entrepreneurs agricoles. Face aux acteurs du monde des finances, ils essaient de trouver la meilleure forme de partenariat pour booster les filières du riz, du sésame et du manioc. Ça permettra aux différents acteurs d'abord de mieux se connaître, mais également d'apprécier les produits financiers qui sont offerts par ces institutions-là, mais également aussi aux acteurs du monde rural d'exprimer leurs desiderata par rapport en tout cas à l'accompagnement qu'ils souhaitent au niveau des institutions financières. Déjà, il y a la banque agricole du Burkina Faso qui est mise en place. Cette banque était le vœu des acteurs du monde rural exprimé lors des différentes éditions de moins, la Journée nationale des paysans. Il y a également au niveau du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques une direction générale dédiée donc à cet effet. Il s'agit de la direction générale de la promotion de l'économie rurale qui en plus qui a contribué au lancement de la banque, mais également du Fonds de développement agricole pour toujours accompagner les entreprises agricoles. Cette rencontre vise spécifiquement à dégager des canevas qui puissent permettre à l'ensemble des projets de bénéficier du financement agricole. On a aidé les acteurs à élaborer des plans d'affaires. Il y a une partie qui a été financée, il y a d'autres qui n'ont pas été financées. Et c'est voilà ce qu'on va discuter pendant ces 2 jours pour trouver les causes et les pistes d'amélioration. Il reste à apprendre aussi un peu comment fonctionne la filière et admettre la rentabilité et le potentiel de ces filières. Donc nous, on est là pour fournir cet appui, pour mettre en lien les acteurs, pour mieux se comprendre et aussi cerner le potentiel qu'on a dans le financement agricole. Les services financiers restent encore peu accessibles aux acteurs du secteur rural. Seulement 3,5% des crédits octroyés par la banque concernent le secteur agricole et ne touchent que 15% des producteurs. Il est le 3e produit d'exportation du Burkina. Le sésame est au centre d'un projet initié par l'ONG Ronjad. Il s'agit d'améliorer les conditions de production, de conservation et d'exportation du sésame burkinabé afin de les adapter aux normes et exigences du marché mondial. Le projet a fait l'objet d'un atelier de restitution et de validation. Samira Samandoulgou et Aubin Guébré pour le compte rendu.
Accroître la production et l'exportation d'un sésame de qualité supérieure, c'est l'objectif du projet Sésame, initié par l'ONG Ronjad. Pour répondre au souci d'augmenter les exportations, une étude sur les normes internationales du marché du sésame a été réalisée par les différents acteurs. Un atelier national de restitution et de validation de l'étude s'est tenu ce 17 avril. Le but de l'étude, je reviens principalement sur ça, était un peu de faire une étude, une photographie actuelle des normes existantes au niveau mondial et surtout les marchés de destination du sésame burkinabé. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour les productions agricoles, c'est le marché qui détermine. Donc il est important que pour tout producteur, tout commerçant, de savoir quelles sont les exigences par rapport à son marché et pour produire en conséquence. Donc c'est essentiellement l'objet de cette étude. Et maintenant, nous allons le comparer avec ce qui existe et les pratiques actuelles au niveau du Burkina pour qu'ensemble, nous puissions analyser les écarts et voir quels sont les plans et les stratégies à mettre en place pour effectivement adresser ces questions de non-conformité. Lancé en 2016, le projet Sésame couvre les régions de l'Est, de la boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades. À mi-parcours, il présente des acquis. Aujourd'hui, grâce à ce projet, actuellement, les producteurs ont compris ce que c'est qu'une bourse de sésame où on leur permet, avec les exportateurs, les commerçants, de venir présenter leurs offres et les demandes de produits et comparer et signer des contrats de commercialisation. Je pense qu'ensuite, avec aussi l'amélioration un peu des capacités de stockage et aussi des opérations post-récolte, ainsi avec un certain nombre de magasins qui vont être réhabilités dans le cadre du projet, mais aussi tout ce qui est l'amélioration du cadre réglementaire, parce qu'il est important, en tout cas, il est important d'établir les normes, mais aussi ce qui est le plus important, c'est comment aider les acteurs un peu à respecter ces normes-là. Le sésame est le troisième produit d'exportation du Burkina Faso, d'où l'intérêt du ministère en charge du commerce et de l'industrie pour ce projet. La condition du ministère dans cette étude-là, c'est d'abord de permettre donc aux consultants de disposer, n'est-ce pas, je dirais, du palmarès qui existe en la matière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de connaître un peu quels sont les marchés d'exportation du Burkina et de savoir et de nous ramener sur ces différents marchés-là les exigences de ces marchés. Par exemple, vous prenez le cas du Burkina, notre principal marché sur le Japon, c'est la Chine. Il était important que l'étude se penche sur ces marchés et nous délivre comme résultat quelles sont les exigences de ce marché en matière de normes par rapport au sésame. Et ça nous permettra par la suite de réguler le système et de permettre donc à nos exportateurs de se conformer à ces normes-là pour pouvoir pénétrer le dit marché. D'un coût d'environ 121 milliards de francs CFA, le projet Sésame est financé par le département américain de l'agriculture. Il va s'exécuter sur la période 2016-2021. Actualité internationale, nous parlons de santé et direction Dakar au Sénégal où s'est ouverte une conférence multilatérale sur le paludisme. Selon un rapport de l'OMS, 90% des cas cliniques de la maladie en 2016 sont survenus en Afrique subsaharienne et la tendance est à la hausse. Il faut donc redoubler d'efforts dans la lutte contre cette pandémie. La recherche sur le paludisme au centre de la conférence panafricaine sur le fléau à Dakar, la capitale sénégalaise. La 7e édition de l'initiative multilatérale sur le paludisme a été inaugurée par le président sénégalais Macky Sall et les participants tenteront de définir les pistes pour accélérer la lutte contre le paludisme dans le monde et en particulier en Afrique subsaharienne qui a marqué le pas ces dernières années. Nous devons relever certains défis liés à la résistance des parasites et des vecteurs, on le sait, mais aussi les défis liés au changement climatique, défis liés au renforcement des capacités techniques, à la mobilisation des ressources, à la recherche scientifique et au plaidoyer global dans le cadre de cette lutte. Selon un dernier rapport mondial annuel sur le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé a révélé qu'en 2016, près de 216 millions de cas cliniques ont été recensés, soit 5 millions de plus qu'en 2015. Le rapport précise que 90% de ces cas sont survenus en Afrique subsaharienne. Les progrès ont ralenti et nous sommes désormais confrontés au risque sérieux d'inversion des acquis engagés au cours de la dernière décennie d'action, notamment la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme et la mobilisation de ressources. Les experts aborderont des sujets tels que la lutte contre la maladie dans des zones de conflit comme le nord-est du Nigeria, où sévissent les djihadistes de Boko Haram,
ou encore les moyens d'empêcher les moustiques vecteurs de l'infection de devenir résistants aux insecticides. Retour au Burkina Faso pour terminer ce journal. Du 4 au 6 mai prochain se tiendra à Pau la 2e édition du festival Les Nuits Djongo. Le comité d'organisation met les bouchées doubles. Il a déroulé hier le programme concocté pour la circonstance au cours d'une conférence de presse. Rémi Lambert-Nédier. Les 4 et 5 mai à Pau et le 6 à Thiébélé, 72 heures pour mettre à l'honneur une danse d'énergie, celle qui fait rythmer l'esprit avec la puissance du corps, le Djongo. Le festival Les Nuits Djongo, l'expression populaire de cette danse, est à sa 2e édition et poursuit désormais un objectif précis. C'est d'offrir un vrai cadre technique, c'est-à-dire de vraies conditions de scène en dehors de nos grandes villes comme Bobo ou Ouaga. Donc l'esprit de ce festival, c'est la promotion même de la musique traditionnelle moderne, qu'elle soit. On commence par le Djongo parce que c'est ce qu'on maîtrise, mais c'est aussi un bon musicien Warwa qui joue et qui va mettre l'excellence dans le Warwa, il est dans l'esprit Djongo. Donc le but c'est ça, c'est vraiment un festival pour la promotion du tradit moderne. La danse traditionnelle à l'honneur, mais aussi de la musique moderne pour donner une touche particulière à cette 2e édition. On a une dizaine d'artistes par soir, tradis et modernes. Sur nos têtes d'affiche, ça sera Solo Diakabako et Smoke, mais en dehors d'eux, il y a Nourat, il y a Daisy Frank, il y a Awetou, il y a Maï Lengani, il y a Sagadem, il y a Alissa Ditoa, et puis il y a les troupes traditionnelles de nos localités, à savoir les troupes de Kaya, les danseurs de Kaya. Il y a les balerbiers, les troupes traditionnelles. On aura les masques qui vont venir de la région de Sili, ils viennent plus précisément de Sadouan, qui vont venir ici à 180 km de Ouagadougou. Et vont venir, donc c'est cette masque qu'on a. Et le dernier jour, on met la scène à Thiébélé, à l'espace libre, où moi je vais jouer avec les artistes locaux au niveau de Thiébélé et les troupes traditionnelles aussi. Une grande parade à travers la ville de Pau, une nuit traditionnelle, une rue marchande, une excursion touristique sont les autres activités inscrites au programme du festival. Mais comme tout festival à ses premiers pas, le festival Les Nuits Djongo est confronté à la rareté des ressources. On n'a pas les fonds, donc on se bat, mais on a... Des festivals comme ça, c'est très difficile à estimer, mais on a plus d'une centaine de millions à chercher. Au jour d'aujourd'hui, peut-être on n'en a que 2, mais on croise les doigts et on va y arriver. Malgré cette contrainte budgétaire, l'association Djongo Diffusion compte tenir son pari et ce sont environ 15 000 festivaliers qui sont attendus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain à 13h00, Alfred Thioyo sera ici pour l'édition de la mi-journée. Et puis, je vous retrouve le soir à 19h30 pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.